Bonjour à vous tous les enfants. Donc on se retrouve aujourd'hui pour corriger ce brevet qui est tombé il y a quelques jours. C'était l'épreuve Amérique du Nord. Et donc on va corriger ça pour vous préparer à votre propre épreuve. Alors 5 exercices pour ce sujet. C'est pas beaucoup par rapport à l'habitude. Mais enfin j'imagine qu'ils sont un peu plus longs que les autres. Donc forcément de toute façon il faut bien largement j'imagine les 2 heures pour le faire. Ben on va le faire ensemble. Enfin, on va le faire ensemble. Je vais le faire. Vous avez déjà travaillé normalement ces exercices. Ce sera votre correction. Alors, pour chacun des 6 affirmations suivantes, indique sur la copie si elle est vraie ou fausse. On rappelle que chaque réponse doit être justifiée. Je dis bien on rappelle, parce que dans la première page, celle qui dit maths, etc., il est écrit, et il faut la lire cette page également, tout doit être, en gros, il est écrit que tout doit être justifié, sauf mention contraire. C'est-à-dire que si on ne vous dit pas c'est bon, là, vous justifiez pas, ben il faut justifier. Là, on vous le rappelle, ils sont bien gentils. Alors, premier exercice. Première question plutôt. Là, on considère la fonction définie par f de x égale 3x moins 7. Affirmation 1, l'image de par f du nombre moins 1 et 2. Bon, ça c'est facile, hein. L'image de moins 1 par f, ou par f de moins 1, c'est pareil, hein. Et c'est quoi? Ben, c'est f de moins 1. Et c'est combien f de moins 1? Ben, c'est 3 fois moins 1, moins 7. C'est-à-dire moins 3, moins 7. Ce qui fait moins 10. Ce qui est différent, donc, des deux qui étaient proposés. On peut donc en conclure que, donc, l'affirmation numéro 1 est fausse. Voilà, si vous contentez de marquer un faux, c'est clair que vous n'aurez pas les points. Et sachez également que si vous arrêtez à f de moins 1 égale moins 10, et donc vous ne dites pas que l'affirmation est fausse, du coup vous n'avez pas répondu à la question. Et forcément, bon, là il n'y aura pas 0 parce que vous avez quand même fait pas mal de travail avant. Mais pas tout en tout cas, largement pas tout, car vous ne serez pas allé jusqu'au bout de la question. On considère l'expression e égale x moins 5 fois x plus 1. L'expression e a pour forme développée réduite x carré moins 4x moins 5. Bah, ça, on va simplement calculer. Alors, on a e qui est égal à alors x moins 5 fois x plus 1. Bah, tout simplement, on va développer, comme vous savez bien les faire, hein, avec donc les flèches en haut et les flèches en bas, qu'on ne fait pas si on est habitué. Hein, si on est au point, on ne les fait pas, évidemment. Hein. Alors, la première flèche, x fois x. La deuxième flèche, plus x fois 1. Toujours pareil, hein, plus parce que j'ai le plus du x et le plus du 1. Moins 5 fois x. Moins parce que j'ai le moins du 5 et le plus du x. Et moins 5 fois 1 parce que j'ai le moins du 5 et le plus du 1. Ce qui me fait donc x carré plus x moins 5x moins 5. Ce qui fait donc, une fois réduit, x carré, car il n'y en a pas d'autre. Les x, j'en ai plus x et moins 5x, ça me fait moins 4x et moins 5. C'est exactement ce qu'on va proposer. Donc, l'affirmation numéro 2 est vraie. Voilà. Alors, avant de passer à la 3, je pense que je vais effacer tout ça. Comme ça, je garde les énoncés devant. Alors, n est un nombre entier positif. Affirmation 3, lorsque n est égal à 5, le nombre de puissance n plus 1 est un nombre premier. Alors, allons-y. Alors, c'est la question 3, donc. Hein, avec n égale 5, 2 puissance n plus 1 est égal à 2 puissance 5 plus 1. C'est combien de puissance 5? Alors 2 puissance 5, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, ce qui fait 2, 4, 8, 16, 32. On prend la calculatrice si on préfère. Hein. Ça fait 32 plus 1, c'est-à-dire 33. Alors est-ce que 33 est un nombre premier? Ben non, évidemment. 33, c'est par exemple 3 fois 11. Donc,
pour n égale 5. Non, on va tout mettre un or ici, ce serait plus simple. Hein. Attendez, or... parce qu'en fait, c'est la phrase, il faut dire que 33 n'est pas premier en fait. Mais comment est-ce qu'on... ouais, tout simplement, ce sera plus simple. Supprime. Donc, 33 n'est pas premier, voilà. Simplement, je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin. 33 n'est pas premier. Le fait d'avoir décomposé en 3 fois 11, c'est largement suffisant. Hein. Donc, 33 n'est pas premier. Donc, l'affirmation numéro 3 est fausse. Question 4. On a lancé 15 fois un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6 et on a noté les fréquences d'apparition dans le tableau suivant. La fréquence d'apparition du 6 est 0. Alors ce qu'on sait, c'est que forcément, vu qu'il y a seulement 6 issues, si on fait le total de toutes les fréquences d'apparition, on doit trouver 1. Donc c'est-à-dire que la fréquence d'apparition du 6, bien, c'est 1 moins toutes les autres fréquences d'apparition. D'accord? Donc on peut donc dire que 6 étant la seule issue dont on ne connaît pas la fréquence d'apparition, la fréquence d'apparition de 6 et, alors qu'est-ce que c'est? Ben c'est 1, parce qu'évidemment, la fréquence d'apparition de l'ensemble, ben, c'est 100%, forcément, donc c'est 1, 100% c'est 1, 1 moins les 3/15e de l'apparition de 1, moins les 4/15e de l'apparition de 2, moins les 5/15e de l'apparition de 3, moins les 2/15e de l'apparition de 4, moins le 1/15e de l'apparition de 5. Ce qui fait donc, 1, on l'écrit 15/15e, évidemment. 15/15e moins la même chose. On peut aussi également faire l'addition de toutes les fréquences hein, et voir après ce qui manquait pour arriver à 15, hein, pour arriver à 1, pardon. Si on fait la somme de toutes les fréquences et qu'on tombe sur, mettons, 13 sur 15, ça veut dire qu'il reste 2 sur 15 pour le 6. Si on tombe sur 1, sur 15 sur 15, c'est-à-dire sur 1, donc il ne reste plus rien pour le 6, et dans ce cas, l'affirmation serait vraie. Hein. Là, je préférais faire un calcul qui donne directement la fréquence, mais on aurait très bien pu faire différemment. Ce qui fait donc sur 15, même si ça revient au même, hein, faire la somme et après voir ce qui manque pour arriver à 1, donc à 15 sur 15, c'est faire ça, c'est faire cette soustraction. On obtient donc ainsi 15 moins 3 moins 4 moins 5 moins 2 moins 1. J'écris à côté, non je n'écris pas à côté, je fais une colonne pour bien marquer que c'est en dessous. Allez, une petite calculatrice que je suis une grosse feignasse, vous le savez. Alors 15 moins combien? Moins 3 moins 4 moins 5 moins 2 moins 1 égale 0. Effectivement, on peut donc conclure que l'affirmation numéro 4, oui, est vraie. Et on peut conclure surtout que ce dé est vraiment un dé de tricheur. Parce que c'est quand même pas normal que même si 15 fois c'est quand même pas énorme, tomber sur 0 fois sur le 6, c'est quand même pas trop normal me semble-t-il. Enfin ça peut arriver, bizarre, ça peut arriver. Mais enfin, c'est pas fréquent. Bien, on continue. Encore, j'efface tout ça, hein, comme ça. Hop. Et voilà, on efface. Et on retrouve donc la question 5. On considère le triangle RAS, rectangle en S. De suite, avant même de savoir ce qu'on me demande par la suite, je trace un triangle rectangle
RAS, rectangle en S. Il est bien pourri, mais je m'en fiche. C'est exactement ce que je veux. C'est une figure pourrie que je fais ici. RAS, rectangle en S. Je fais ça au brouillon, hein, pas la peine de faire sur la copie. Hein. Vous pouvez très bien la laisser uniquement sur votre brouillon. RS, rectangle en S. Le côté AS, c'est-à-dire celui-ci, mesure 80 cm. Et l'angle ARS, c'est-à-dire celui-ci, mesure 26 degrés. L'affirmation numéro 5, c'est que le segment RS mesure environ 164 cm. C'est ce côté-là que je cherche. Eh bien, oh là, c'est bien fait. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on remarque que entre ce que je connais, c'est-à-dire l'angle, et le côté AS, qui est le côté opposé à cet angle, et ce que je cherche, c'est-à-dire RS, qui est le côté adjacent à cet angle. Donc j'ai donc de parler d'un angle, d'un côté adjacent et d'un côté opposé. Mais forcément, je sais que je vais m'intéresser à la tangente. Donc on a ARS, il a appelé ARS, on va mettre RAS. Comme ça on garde la même notation, mais c'est pareil. Rectangle en S. Donc la tangente de l'angle ARS, là par contre c'est l'angle ARS. Qu'est-ce que c'est? C'est le côté opposé, toujours pareil, sous-entendu la longueur du côté opposé. Hein. Côté opposé à l'angle ARS sur le côté adjacent à l'angle ARS. Ce qui nous fait donc que la tangente de ARS, de l'angle ARS, est égale, le côté opposé, c'est donc le côté AS, et le côté adjacent à cet angle-là, c'est le côté RS que l'on cherche. Toujours pareil, produit en croix. Produit en croix, donc ça nous fait donc RS, en commençant par ce que je cherche, hein, c'est-à-dire RS. RS fois tangente à RS est égal à AS. Comme toujours, j'ai ce tangente à RS dont il faut que je me débarrasse. Pour cela, toujours pareil, je multiplie ce que j'ai ici des deux côtés par quoi? Par l'inverse de ce qui me gêne, c'est-à-dire par 1 sur tangente ARS. Je simplifie donc ici par tangente ARS. Il me reste plus que RS est égal à AS sur tangente ARS. Je remplace ça par les valeurs. Ça me fait RS égale, alors AS c'est quoi AS? AS c'est 80. Sur tangente, alors de 26 degrés. Voilà, je reprends la calculatrice. Et je fais 80 divisé par... Alors, rappelez-vous vos calculatrices, vous tapez tangente 26 degrés. Moi, comme je suis une calculatrice différente, je dois taper 26 et après aller chercher le tan, que je trouve dans le mode trigonométrie, tan. Je vérifie que je suis bien en degrés. Moi, je suis bien en degrés. Vous aussi, vous devez bien vérifier que vous êtes en degrés, sinon ça ne marchera pas, évidemment. Et vous trouvez donc 164. Donc, RS à peu près égal, évidemment. Hein. On demandait 164 cm, donc on a un truc arrondi au centimètre. Ben voilà, à peu près 164 cm. Donc, l'affirmation numéro 5 est vraie. Voilà. J'espère que j'ai mis des E à chaque fois à vrai, hein, parce que il faut quand même faire les accords corrects. Bien, bon, du coup, j'ai pris beaucoup de place, donc j'efface pour passer à la question 6. Allez, on efface tout ça. Et on passe à la question 6 qui nous dit quoi? Un rectangle, tiens, un rectangle ABCD. Donc pareil, je commence par dessiner un rectangle ABCD. A, B, avec un B qui ressemble à un B, t'as qu'à faire, même s'il n'est pas beau. ABCD. A pour longueur 160 cm et pour largeur 95 cm. Les diagonales de ce rectangle mesurent exactement 186 cm. La diagonale, évidemment, c'est ceci. Bon,
Donc il faut calculer cette longueur-là, longueur-là AC. Et évidemment, après, une fois qu'on en a une, on en a l'autre. Hein. On sait que dans un rectangle, les diagonales ont la même longueur. Donc forcément, si on en trouve une, si elle est égale à 186 cm, c'est bon. L'autre aussi. Comment on fait? Ben, évidemment, puisqu'on a un rectangle, on a un angle droit ici. Ça veut dire que ABC est un triangle rectangle. On a ABC rectangle en B. Ben, puisqu'on a deux côtés qu'on connaît quand on cherche le troisième, évidemment, on passe par Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a quoi? On a AC carré. Alors, pourquoi AC carré? Non pas parce que je cherche AC, hein, mais parce que AC, c'est l'hypoténuse. N'oubliez pas, c'est le carré de l'hypoténuse est égal. C'est pas le carré de ce que je cherche qui est égal. Hein. Le carré de l'hypoténuse, ici, c'est AC l'hypoténuse, est égal donc à AB carré plus BC carré. Bon, je mets directement les valeurs. Hein. AC carré donc égal à 160 au carré plus 95 au carré. Allez, une petite calculatrice. 160 au carré, donc de 25 600, plus, l'avantage de cette calculatrice-là, c'est que je peux avoir tous les résultats d'un coup, plus 95 au carré, c'est-à-dire 9025, et c'est en faisant le égal que j'ai le total, 34 625. 34 625. Et donc AC est égal à la racine carrée de 34 625. Et ça fait combien ça? Je fais donc la racine carrée de ceci. C'est où la racine carrée? C'est là. Et ça me fait, oula, ça me fait pas 186 exactement. Ça me fait 186,07. D'accord, je remarquais ici AC égale à peu près 186,07. Je vais aller assez loin dans l'écriture. Car c'est surtout ce qui est important, c'est que c'est différent de 186. Ah, c'est pas loin, hein. On n'est pas loin de 186, mais on n'est pas exactement à 186. D'ailleurs, pour arriver à 186, il aurait fallu quoi? 186 lorsqu'on l'a mis au carré. On aurait dû tomber sur 34 596. Là, on est à 34 626 hein, quand on fait le carré. Donc, on a quand même un petit écart non négligeable. Ce qui nous fait donc que l'affirmation numéro, c'est laquelle? C'est la 6. Eh bien, celle-ci, elle est fausse. Là, c'est même pas la peine de parler de la deuxième diagonale, hein, puisque les diagonales mesurent exactement 186 cm, même si la deuxième elle n'avait pas la même longueur que la première, ce n'est pas le cas évidemment, mais même si c'était le cas, et qu'elle mesurait exactement 186, on ne pourrait pas dire que les diagonales mesurent 186, parce qu'il y en aurait une qui le ferait et une qui le ferait pas. Donc c'est même pas la peine de parler de la deuxième diagonale, de dire qu'elle sait exactement, que c'est elle aussi fera racine 34 125, c'est même pas la peine. Et on en a trouvé une, elle fait pas 186, hop, dégagé, l'affirmation 6 est fausse. Voilà. Allez, on efface tout ça et on se retrouve pour l'exercice numéro 2. Deuxième exercice. Alors, un athlète a réalisé un triathlon d'une longueur totale de 12,9 km. Les trois épreuves se déroulent dans l'ordre suivant. Natation 400 mètres, cyclisme on ne sait pas, et course à pied 2,5 km. Entre deux épreuves, l'athlète doit effectuer sur place un changement d'équipement, évidemment. Le graphique ci-dessous présente les distances parcourues exprimées en kilomètres par l'athlète en fonction du temps de parcours exprimé en minutes. Donc, le temps de parcours de l'athlète pendant son triathlon. Très bien. Alors, on voit ici la courbe qui est donc dessinée. On voit ici des plateaux, ici et là, qui marquent évidemment les moments de changement d'équipement. Parce que pendant tout ce changement d'équipement, le temps passe, mais la distance, elle, n'augmente pas. Donc voilà pourquoi on a ce plateau. Un plateau qui est, on le voit, plus important du passage du cyclisme à course à pied que de passage de natation à cyclisme. Voilà, donc on n'en parle pas de ça, mais on constate simplement que ça va plus vite de passer de natation à cyclisme que de cyclisme à course à pied. Bien, le point M a pour abscisse 42 et pour ordonnée 10,4. Voilà ce qu'on nous dit ici. Ce point M ici correspond donc à 42 en abscisse, donc à 42
minutes. Ça correspond au moment où on avait fait 42 minutes de course et 10,4 km de course également. À l'aide du tableau ci-dessus, ou par lecture de graphique, avec la précision qu'il permet, répondre aux questions suivantes en justifiant la démarche. Alors, au bout de combien de temps l'athlète s'est-elle arrêtée pour effectuer son premier changement d'équipement? Alors, on voit ici que le premier changement d'équipement se fait donc dans le plateau qui est là. On veut savoir à combien de temps ça correspond. Ça correspond ici. Mettre un peu de... Non, je reste en noir pour avoir un stylo plus fin. Ça correspond à ce point-là ici. Et donc, je descends ici. Hop. Et je dirais que je suis à 14 minutes. Moi, j'ai pas une grande précision parce que je suis sur l'écran. Vous, si vous avez le papier, évidemment, là, vous mesurez. Hein. Vous mesurez entre 10 et 15 quelle est la distance. Si c'est un carreau classique, ça pourrait faire 5 mm. Et est-ce qu'il y a bien 1 mm entre 15 et cet endroit-là? S'il y a 1 mm, ça correspond bien à 1 minute. Si les carreaux sont plus grands, mettons 1 cm entre 0 et 15, c'est-à-dire que chaque minute c'est 2 mm. Et donc on verra bien ici qu'il y a 2 mm entre le 14, enfin entre le 15 qui est marqué et l'endroit que l'on cherche ici. Donc moi je dirais ici 14 minutes. Voilà, donc petite première question. Alors, la lecture graphique permet de dire... Alors, si le graphique vous le rendiez, effectivement, on verrait bien les traits, on le verrait bien. Donc là, juste dire que le graphique, il n'y a pas autre chose à dire. Hein. Dire que vous avez regardé le graphique, vous avez pu dire que... permet de dire que comment ils disent que le premier changement d'équipement a eu lieu au bout de, on a dit 14 minutes. Au bout de 14 minutes. Au bout de 14 minutes. Deuxième question. Alors, deuxième question. Quelle est la longueur exprimée en kilomètres du parcours de l'épreuve de cyclisme? Alors, on a plusieurs solutions. Hein. On peut évidemment graphiquement regarder l'écart qu'il y a entre la fin du cyclisme et le début du cyclisme, qui est là. C'est pas totalement évident parce qu'on ne suit pas vraiment les carreaux. Hein. On est entre des carreaux. Donc, mais ça peut se faire. Hein. Surtout si on est malin. À savoir qu'on sait que lui, puisqu'on dit que ce point-là a pour ordonnée 10,4 et que ce point-là ici a évidemment pour ordonnée 0,4 puisque l'épreuve de natation fait 400 mètres, donc 0,4 km. Eh bien, l'écart entre les deux, c'est évidemment 10 km. Voilà, tout simplement. Ou alors, en termes d'écriture, c'est plus simple à faire comme ça. Ben, on a les données en fait. Hein. L'épreuve de cyclisme a une distance de... Eh bien, on sait que l'épreuve totale, c'est 12,9 km. Donc 12,9 km, moins les 400 mètres de natation, c'est-à-dire 0,4, moins également les 2,5 km de la course à pied, eh bien ça fait évidemment 10 km. Voilà. Donc deux manières de faire. L'avantage de la première, c'est graphique, c'est qu'on n'a pas besoin ni de connaître la durée totale, la longueur totale, ni de connaître la longueur de l'épreuve de course à pied. Voilà. Mais comme elle les connaît, il n'y a aucun problème à les utiliser. Voilà. Troisième question. En combien de temps l'athlète a-t-elle effectué... Ah, c'est une athlète. Je crois avoir dit un athlète depuis le début. Non, c'est une dame. Parmi les trois épreuves... Non. En combien de temps l'athlète a-t-elle effectué l'épreuve de course à pied?
Alors là, on n'a pas trop de solutions autres que de regarder ce graphique, hein. On voit que ici, quand débute l'épreuve de course à pied, on dit qu'elle débute après le changement d'équipement, évidemment. Donc elle débute ici. D'accord. Alors moi je dirais qu'elle débute à 44 minutes. Là encore, vous avez ce papier, peut-être que vous avez plus de précision que moi. Moi je dirais 44 minutes. Graphiquement, on voit que l'épreuve de course à pied commence au bout de donc 44 minutes et se termine au bout de... Alors elle se termine ici. Donc là on est à quelle abscisse? Ben on regarde, hein. Pareil, on continue, on fait tomber jusqu'en bas. Et là moi je dirais 56 minutes. Au bout de 56 minutes. L'épreuve de course à pied combien de temps dure donc 56 moins 44 égale 12 minutes. Très bien. Ensuite, question 4. Parmi les trois épreuves pendant laquelle l'athlète a été la moins rapide. Alors là, on a encore pas mal de solutions. La plus simple, c'est vraiment graphiquement. On voit bien que la courbe que l'on voit ici, la distance en fonction du temps, eh bien, plus la droite monte vite, à une pente importante, plus ça va vite. Donc clairement, l'épreuve pour laquelle l'athlète a été la moins rapide, c'est évidemment la partie de la courbe qui est la plus plate finalement, la moins pentue. Et là, clairement, graphiquement, on voit que c'est la partie 1, c'est-à-dire l'épreuve natation. Bon, après, c'est assez logique, hein. Tout le monde sait qu'on va moins vite en nageant qu'en vélo ou en courant. Alors, donc, on peut donc dire que graphiquement, on voit que la pente, pas la pente 2, mais la pente correspondant à l'épreuve 1, l'épreuve de natation, on va dire plutôt, de natation, est la plus basse, la plus petite. Donc, l'épreuve de natation, est la moins rapide. A été la moins rapide, puisqu'on parle par le passé, a été la moins rapide. Là encore, on pouvait faire par du calcul, hein. On va pas le faire parce que c'est du temps pour pas grand chose, surtout qu'on a facilement la solution ici. Mais si vous voulez faire par le calcul, il faudrait simplement calculer les trois vitesses. Calculer les trois vitesses. Alors comment on fait pour calculer les vitesses? Vous savez que la vitesse c'est la distance divisée par le temps. Ben, on ferait pour l'épreuve 1, eh bien on a fait la distance, c'est combien? C'est 0,4 km divisé par le temps qui est 14 minutes. En prenant la calculatrice. Donc 0,4 km divisé par 14 minutes, ça nous fait voilà 0,02 etc. Km par minute. Alors on pourrait même multiplier par 60 pour avoir des kilomètres par heure évidemment. Mais si on peut même rester en kilomètres par minute, c'est pas un problème. Ben on fait pareil pour les trois périodes, les trois épreuves. Ici le cyclisme, on avait dit que le cyclisme c'était 10 km. Non, cyclisme c'est ça. On a dit que c'était 10 km et le temps
il commence avant, hein, c'était 44 ici, donc il s'est fini ici, je dirais, vous vérifiez sur le truc, hein, mais moi je verrais bien 42 ici, et il commence ici à 15, donc 42 moins 15, donc 10 km divisé par 42 moins 15, c'est-à-dire ce qu'il a, le temps entre les deux, c'est à parler des 27 minutes de course en cyclisme. Et là, on trouve 0,37 km par minute. Donc, c'est plus important, évidemment. On fait pareil pour la course à pied. Et on voit que c'est moins important que le cyclisme, mais quand même plus important que la natation. Et on conclut que c'est donc bien la natation qui est la moins rapide. Voilà, on peut donc faire les calculs de vitesse, mais on peut également tout simplement le voir graphiquement avec la pente qui est la plus aplatie. D'accord? Allez, question 5. J'ai pas trop de place. Est-ce que j'ai besoin des infos qu'il y a auparavant? Je sais pas. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'infos. Donc je pense que je vais pouvoir effacer tout ça. Et passer donc à la question 5. On considère que les changements d'équipement entre les épreuves font partie du triathlon. Ça veut dire que le temps qu'on passe, c'est du temps de l'épreuve, logique. Hein, si on passe un quart d'heure à changer à prendre son vélo ou à mettre ses baskets, forcément, tant pis. Hein, les autres nous rattrapent. Donc ça fait évidemment partie de l'épreuve. La vitesse moyenne de l'athlète sur l'ensemble du triathlon a-t-elle été supérieure à 14 km par heure? La vitesse moyenne, c'est très simple. Hein. C'est toujours pareil, c'est la distance divisée par le temps. Donc question 5. La distance moyenne de l'athlète, alors je ne dis pas sur l'ensemble de l'épreuve, parce que je n'ai pas envie. La distance moyenne de l'athlète est... Alors, non, en plus c'est pas distance, je veux dire n'importe quoi, c'est la vitesse. Quand je fais n'importe quoi, dites-le moi quand même. La vitesse moyenne de l'athlète est, on va appeler ça V, égale la distance. Alors, quelle est la distance? La distance, on la connaît, hein, c'est 12,9 km. 12,9 km. Et la durée de l'épreuve, on l'a vu ici, hein, c'était les 56 minutes qui étaient là. Alors là, si je fais la division, j'aurai des kilomètres par minute. Or, moi, je veux comparer ça à 14 km par heure. Donc, ce serait bien d'avoir des kilomètres par heure ici. Alors, le plus simple ici, c'est peut-être de faire la conversion de suite. 12,9 km. Comment est-ce qu'on transforme des minutes en heures? En divisant par 60. Hein. Donc, ça nous fait 56 sur 60 heures. Alors là, on pourrait évidemment faire la la fraction de fraction, multiplier par l'inverse, etc. Mais vu qu'on va tout faire à la calculatrice, continuons directement à la calculatrice. Ça nous fait donc 12,9 divisé par, attention, je mets des parenthèses, oui, car évidemment, ici c'est comme s'il y avait des parenthèses ici, hein, au dénominateur. Donc attention, vu que j'ai un calcul, je mets bien la parenthèse au niveau de la calculatrice. 56 divisé par 60. Voilà, je vais faire la parenthèse. Vous voyez, on voit bien ici. Regardez ici. Je pense que vous voyez la marque orange. C'est tout petit, hein, parce que c'est tout petit sur la calculatrice. Il y a bien marqué 129 divisé par parenthèse 56 divisé par 60. C'est bien le 56 divisé par 60 qui est fait en premier finalement. Et après, on fait 112,9 divisé par cette chose-là. Et ça nous fait, si je mets égal, 13,82 à peu près. Alors, je vais marquer à peu près égal, hein, que j'ai pas de valeur ici, exact. 13,82 j'avais dit. 13,82, je vérifie, hop, c'est où? C'est là. 13,82, c'est bien. Enfin, ce qui est important de noter, c'est que c'est inférieur à 14. Alors, même marqué ici kilomètres par heure. Hein. Voilà, c'est quand même embêté à mettre des unités, autant les marquer. C'est inférieur à 14 km par heure. Et donc, la vitesse est-elle supérieure à 14? La réponse est non. Donc non. Donc non. Non, même pas non. Hein. Donc la vitesse moyenne, on reprend tout ce qui était dit, hein, de l'athlète sur l'ensemble du triathlon
du triathlon n'est pas supérieur à 14 km par heure. Eh ben, t'es pas rapide cette dame. Enfin, je sais rien en fait. J'ai absolument aucune idée de vitesse normale, enfin habituelle des athlètes à ce genre de sport. Bien, on passe à l'exercice 3. Allez, on y va. Bien, c'est donc le troisième exercice. Attention, notez bien, dans cet exercice, aucune justification n'est demandée. Alors, on a construit un carré ABCD, dans ce carré qui est tout en haut. On a construit un point O sur la droite DB, à l'extérieur du segment DB, et tel que OA égale AB. OB égale AB. C'est-à-dire que la distance OB est égale à la distance AB, donc même distance que le carré, donc le côté du carré. Parce que c'est un carré, donc j'ai toutes les distances ici qui sont égales. Je les marque comme ça, je me rappellerai bien. On a obtenu la figure ci-contre en utilisant plusieurs fois la même rotation de centre O et d'angle 45 degrés. La figure obtenue est symétrique par rapport à l'axe DB et par rapport au point O. Bon, ça on vous le dit, hein, c'est pas des questions. On vous dit qu'il y a la symétrie, on vous dit tout ça. Bien, donnez deux carrés différents, image l'un de l'autre, par la symétrie axiale d'axe DB. Alors, symétrie axiale d'axe DB, vous vous rappelez, c'est l'effet miroir. Hein. Donc, l'axe DB, c'est donc la droite que je vais repasser en rouge ici. Donc, deux carrés qui sont finalement en miroir. Tout simplement, on voit le carré, ces deux carrés-là, que je fais en vert. Donc, le carré 8 et le carré 2. Mais on aurait également pu répondre le carré 7 et le carré 3. On voit bien qu'ils sont symétriques, hein, ça se voit. Hein. Alors qu'en plus on ne demande pas de justification, le simple fait que ça se voit est suffisant. Ainsi que le carré 6 et le carré 4. Alors il ne fallait pas toutes ces données. Hein. Il fallait marquer, donner deux carrés différents. Les carrés 8 et 2 sont symétriques par rapport à l'axe DB. Voilà. Et là, à la place de carré 8 et 2, on aurait pu écrire à la place 7 et 3, ou écrire à la place 6 et 4. Voilà, c'est au choix. On n'écrit pas les 3, car notez bien l'énoncé, donner deux carrés différents. Donc il a fallu juste deux. C'est largement suffisant. Le fait que ce soit différent, c'est parce qu'on ne voulait pas que vous puissiez dire que le carré 5 était symétrique par rapport à DB au carré 5. Ce qui est vrai. Et le DB est un axe de symétrie du carré. Donc le carré 5 est symétrique par rapport de lui-même par rapport à l'axe DB. Mais voilà pourquoi on a rajouté des carrés différents. Parce qu'on ne voulait pas que vous proposiez le carré 5 avec lui-même ou même le carré 1 avec lui-même. Bien, ça c'est la question 1. Question 2. Le carré 3, c'est le carré 3, c'est celui-là, j'ai fait en orange, est-il l'image de carré 8 ? Le carré 8, il est où le carré 8 ? Il est là-haut, oui. Par la symétrie centrale de centre O. Alors là, là clairement pas, hein. Regardez, si c'était l'image, si les deux étaient l'image si les deux étaient symétriques par rapport à O, d'accord ? Eh bien, en reliant les sommets, eh bien, ils passeraient par O, d'accord ? Alors évidemment, on ne sait pas trop exactement, à la limite, qui serait qui par rapport à qui. En regardant ici, n'oubliez pas qu'une symétrie centrale, c'est une rotation de 180 degrés en fait, hein. Ça correspond donc à un demi-tour. Donc ça veut dire que à la limite, ce serait ce point-là qui serait le symétrique avec ce point-là. Voilà, c'est ce qui semble le plus proche. Évidemment, si on les relie, ces deux points, ça ne passe pas par O. Donc O n'est clairement pas le milieu, parce que ça passe même pas par O. Donc clairement, ils ne sont pas symétriques. D'accord ? Voilà, c'est suffisant de voir ça sur un petit brouillon comme ça, puisqu'on ne demande aucune justification. Sinon, ce serait un peu plus délicat, effectivement, pour faire la démonstration. Parce que prouver que quand les reliants on ne passe pas par le point O, c'est pas évident.
Alors ici, on y va donc. Le carré, donc non. Le carré 3 n'est pas l'image. Alors, il est marqué image là. Du carré 8 par la symétrie de centre O. Puisqu'on dit le centre O, c'est pas la peine de préciser symétrie centrale. Hein. La symétrie de centre, c'est forcément une symétrie centrale. Question 3. On considère la rotation de centre O qui transforme le carré 1 en carré 2. Alors, je vais un petit peu effacer tous les petits dessins que j'ai fait ici, ces coloriages. Ça me laissera un peu plus de place, enfin plus de visuel, de propreté, je dirais, pour pouvoir voir ma rotation. Alors, ma rotation, c'est laquelle? Rotation de centre O qui transforme 1 en 2. D'accord. Quelle est l'image du carré 8 par cette rotation? Alors on voit bien que la rotation dont on parle, celle qui permet de passer du centre du carré 1 au carré 2 par exemple, elle va transformer le point D en un point E. C'est donc une rotation de centre O évidemment, ça on l'a précisé. D'angle combien? J'ai combien ici? J'ai évidemment 45 degrés. De toute façon, on l'a dit ici, hein, qu'on a fait que des rotations d'angle 45 degrés. Donc 45 degrés, et dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on demande quelle est l'image du carré 8. Eh bien, le carré 8 qui est là, son point K ici, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va faire, point K ici, on va faire une rotation de la même angle, 45 degrés, dans le même sens des aiguilles d'une montre. Donc forcément, le point K va arriver ici, sur le point D. Évidemment, le point C va arriver sur le point A, etc. etc. Donc, c'est-à-dire que le carré 8 va se transformer au carré 1, tout simplement. Donc, l'image du carré 8 par cette rotation, pas la peine de préciser laquelle, puisque eux-mêmes dans la question ont eu la flemme de réécrire tout le truc, rotation qui transforme, etc. Donc, par cette rotation, l'image du carré 8 par cette rotation est le carré 1. Et enfin, question 4. Là encore, je refais un peu de propreté. Question 4. On considère la rotation de centre O qui transforme le carré 2 en le carré 5. Alors, je continue avec mes points qui sont les plus extérieurs. Donc, le carré 2, donc avec ici le point E, en carré 5 qui est celui-ci. Donc, c'est-à-dire que mon point E va devenir mon point H finalement. On voit bien ici, mon point E va devenir mon point H. D'accord, je vais tourner comme ça, de l'angle qui est là. Et mon point E va devenir le point H. Évidemment, le point A, ici, va devenir ce point-là qui n'a pas de nom, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Préciser l'image du segment EF par cette rotation. Alors, regardez. C'est quoi cette rotation? C'est une rotation donc, de centre O, dans le sens aigu du montre voit, et de quel angle? Eh bien, de l'angle, ici, j'ai évidemment 90 degrés, plus ici 45 degrés, ça me fait donc 135 degrés, donc un angle 135 degrés. Alors, mon point E me donne évidemment mon point H, d'accord? Alors, comme je suis brouillon, là, parce que on ne demande aucune justification, je ne vais pas m'embêter, hein. Mon point E va devenir mon point H, d'accord? Par cette rotation que j'appelle R. Et mon point F, que va-t-il devenir? Mon point F qui est là, il va lui arriver la même chose. Regardez, pour mon point E, pour arriver au point H, j'ai 45 degrés, puis 90, ou 135 directement, ou bien 90, puis 45. Parce que je vais lui faire. Je lui fais sa rotation de 90, j'arrive sur H, et encore de 45, j'arrive sur le point I. Donc, dans le bon sens, dans le sens aigu d'une montre. Donc, mon point F, lui, il arrive à I, par la même rotation. Ça veut donc dire que mon segment EF, lui, va me donner le segment HI. Alors évidemment, ça c'est au brouillon. Hein. Je barre parce que c'est pas à montrer sur la copie, puisqu'on n'a aucune justification à demander. Mais si on le fait sur son brouillon, ça permet de mieux voir les choses. Hein. Et on peut ainsi répondre que l'image du segment EF par cette rotation est... D'où l'intérêt de bien numéroter les questions, parce que vous avez vu, cette rotation du 3, c'est pas le même cette rotation que le 4. Hein.
Donc d'où l'intérêt de bien numéroter, sinon ça ne veut plus rien dire. Hein. L'image du segment EF par cette rotation et donc le segment, on a dit quoi? Le segment HI. Et le segment HI. Et voilà, on a terminé avec l'exercice 3. A tout de suite pour le 4. Exercice numéro 4, c'est donc là l'exercice d'algorithmie, c'est-à-dire ce qu'on fait en général avec Scratch. Ce coup-ci, dans ce sujet-là, ils n'ont pas fait de Scratch. Ils ont fait une algorithmie un peu différente. Pourquoi pas, ça peut arriver, c'est rare. Hein. Je ne sais pas si vous aurez ça, ou si vous aurez un Scratch beaucoup plus classique. En tout cas, faisons-le ensemble. Ça permettra de savoir faire si au cas où ça tomberait un truc de ce style-là. Exercice 4. Alors, on dispose d'un tableau carré 6 comptes partagé en 9 cases blanches de même dimension qui constituent un motif. C'est ce qu'on a donc ici. 4 instructions existent qui permettent de changer l'aspect de certaines cases. La case A, l'instruction A permet de noircir la case centrale. Donc, la case centrale devient noire. La B, ce sont les deux extrêmes ici, en haut à droite et en bas à gauche, qui sont noircis. Et la C qui noircit les cases médianes à droite et à gauche. Et la E qui inverse toutes les couleurs. Tout ce qui était blanc de passe noir et tout ce qui était noir passe blanc. La remarque est que si on fait un A, B ou C et qu'on veut noircir une case qui est déjà noircie, ben elle reste noire. D'accord? C'est pas un truc, si on appuie sur une case, elle change de couleur. Donc elle noircit. Si elle est blanche, elle est noircie. Et si elle est noire, ben elle reste noire. Alors donc, deux petits exemples ici pour vérifier que vous avez bien compris. L'instruction AC permet d'obtenir ce motif, puisque l'instruction A permet de noircir ici, puis l'instruction C noircit les deux médianes à gauche et à droite. On retrouve bien ceci. Quant à l'instruction ACE, donc c'est la même chose, c'est EAC, suivi du E qui inverse les couleurs. Donc les deux, la ligne ici qui était noircie, eh bien, devient totalement blanche. Et les deux lignes en haut et en bas qui étaient encore blanches sont totalement noircies. Donc c'est l'effet du ACE. Pour chacune des questions suivantes, et on rappelle, je ne sais pas si je redis en début d'exercice 4, aucune justification n'est demandée. Donc là, ça va donc aller assez vite pour vous, surtout un petit brouillon et puis on écrit. Pour chacune des questions suivantes, on dispose au départ d'un motif dont toutes les cases sont blanches. Donc un motif de départ, le même que celui-ci. Alors, représenter le motif obtenu à la suite de l'instruction AB. Le plus simple, hein, c'est de dessiner la case et de faire les choses petit à petit. Donc en plus, vous avez les carreaux sur votre copie de brevet. Donc vous dessinez ceci, c'est la question 1. Alors, instruction A d'abord. Que dit instruction A? La case centrale du motif est noircie. Voilà. Parfait. Puis, l'instruction B. B, c'est quoi? Les cases en haut à gauche et en bas à droite sont noircies. En haut à gauche et en bas à droite. Et bien voilà. Ça nous fait une belle diagonale noircie. C'est le résultat donc de la question 1. À la question 2, on part pareil d'un motif tout blanc ici, et on veut arriver à un motif qui est celui-ci, c'est-à-dire tout en haut noirci, en bas aussi, et puis au milieu seulement la case centrale. Alors, on a plusieurs propositions. Alors on a plusieurs manières de faire la chose. La plus simple, surtout que là, on est un peu pressé quand même. On a quand même que 2 heures pour faire le brevet. Et en plus, on ne demande pas de justification. Le plus rapide, en fait, le plus simple, c'est d'essayer chacune des propositions jusqu'à arriver sur une proposition qui convient. D'accord non, sur 2 propositions qui conviennent. Ce qu'on demande ici, parmi les 4 propositions, 2 propositions permettent d'obtenir le motif ci contre. Lesquelles? Donc il va falloir trouver les 2. On va faire ABC. A, c'est quoi A? Je noircis au milieu. B, les diagonales. C, c'est les médianes. Bon, clairement pas. Hein. Ça marche pas. De toute façon, comme dans A, B et C, il n'y a aucune possibilité de noircir cette case, par exemple. Comme elle est noircie à l'arrivée, c'est que je suis forcément passé par un E. Un E qui dit que j'inverse que j'inverse les couleurs. Donc déjà, à la base, dès le départ, on savait que la proposition 1, c'est pas possible. Alors j'efface ici
pour revenir au départ. Et j'élimine ici ma proposition 1. Proposition 2, je fais C et puis je fais E. C, c'est quoi? Ben, c'est la case du motif est noirci. Voilà. Et après, je fais E, tout est inversé. Tout est inversé. Ça veut donc dire que ma case, elle redevient blanche. Alors que toutes les autres sont noircies. Donc, ma proposition 2 ne convient pas non plus. C'est pas ce que j'ai demandé. Ah non, non, non. Excusez-moi, je fais une petite bêtise. Petite bêtise que j'ai fait AE. Or, c'est pas du tout AE qui est proposé. Ce qui est proposé, c'est CE. Comme quoi, il faut toujours bien lire l'énoncé et ne pas faire comme votre prof de maths. Alors, CE, effectivement, c'est effectivement assez différent, le résultat. Le C, c'est que je noircis ces deux cases-là. C'est ça le C. Et après, j'inverse. Donc, si j'inverse, ça veut dire que tout ce qui est blanc va être noirci. Je vais faire en bleu, en fait, tout ce qui est noirci maintenant, avec du E. Et tout ce qui était noir, eh bien, redevient blanc. Est-ce que je retrouve l'image de départ? Oui. Donc, la proposition 2, elle est valable. Proposition 3 maintenant. Donc, je repars à 0. Mais, évidemment, vous pouvez très bien, à la place d'effacer, hein, vous dessinez un autre carré. C'est nettement plus rapide de redessiner un petit motif que d'effacer les choses. Hein. Alors, B, C, E, C. B, C, E, C. On y va. Alors, le B, les en haut à droite, non, en haut à droite, c'est ça, et en bas à gauche, que je noircis. Le C, je mets mes petites médianes ici à gauche et à droite. Le E, donc j'inverse tout. Donc ceci devient noir quand ceci redevient blanc. Et après, on refait un C, c'est-à-dire on refait les médianes. Bon, non. Ça n'a pas l'air d'aller, ça. Ça n'a pas l'air d'aller. Ça donne pas la bonne chose. Ce qui veut dire que la proposition 3, il faut l'éliminer. Donc, à la limite, on pourrait même très bien s'arrêter là et dire, bah, du coup, puisque je sais qu'il y en a deux qui fonctionnent, j'ai trouvé la 1 qui fonctionnait, la 2, je l'ai éliminée, la 3, je l'ai éliminée, ben, forcément, la 4, elle est bonne. La 4, c'est une bonne proposition. Et vu qu'en plus, on me demande pas de justifier quoi que ce soit, je peux très bien dire, ben, les deux propositions qui conviennent sont les propositions 1, numéro 1 et numéro 4. On va quand même vérifier que la 4 fonctionne pour plein de raisons. Et l'essentiel, c'est de vérifier qu'on a juste. Imaginez qu'on fasse la 4 et on se rend compte que ça marche pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura, finalement, il y aura que il y aurait que la 2. J'ai dit la 1 tout à l'heure, je crois. Il y aurait que la 2 qui serait bonne. Pas possible, parce qu'on a dit qu'il y en avait 2. Donc, ça veut dire que quand j'ai barré la 1 ou la 3, ben, peut-être que j'ai fait une erreur. Vous voyez? Donc, ça permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Ben, vérifions. Alors, on fait un C. Un C, donc, c'est que je colorie, je noircis ces deux-là. Après, je fais un A. Le A, c'est quoi? C'est je noircis le central. Après, je fais un E. Donc, tout ce qui était blanc est noirci. Moi, je l'ai bleui. Et tout ce qui était noir redevient blanc. Et après, je refais un A. Le A, c'est case centrale. Et ben voilà, je retombe bien sur la bonne proposition. Donc, c'est bon. Ça me confirme que je n'ai pas fait n'importe quoi. Et je peux donc dire que les deux propositions qui conviennent sont les propositions voilà. Faut quand même mettre un peu toutes les lettres. Numéro 2 et numéro 4. Numéro 2 et numéro 4. Exercice 3, plus délicat maintenant. Plus délicat parce qu'il va falloir tout simplement écrire vous-même la suite d'instructions. Faites une suite d'instructions. On a vu dans l'exercice 2 qu'il y avait plusieurs possibilités. Une suite d'instructions qui permet d'arriver à la solution. La solution qui est donc d'arriver à ce dessin-là. Alors, qu'est-ce que je vois ici?
pour aller faire les choses très facilement. Je vois que le dessin, le motif qu'on me demande, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement, je vais non, pas le dessiner, parce qu'on l'a ici. C'est totalement l'inverse de ce qu'on avait pour le 1. Pour le 1, on avait la diagonale qui était noircie, alors que là, on a tout qui est noirci, sauf la diagonale. Ça veut donc dire qu'il va falloir, enfin, du moins, le plus simple sera de faire comme la question 1, c'est-à-dire, c'est quoi la question 1? C'était AB. AB, ça me fait la diagonale. Et puisqu'après, tout doit être noirci, sauf la diagonale, eh bien, il faut inverser les couleurs et donc faire un E. Et donc, une suite d'instructions valables, hein, parce que j'aurais pas la place d'écrire ici, qui permet d'obtenir le motif ci-contre, et ABE. Tout simplement. C'est pas la seule, hein. Rien que ABE, conviendrait aussi. À chaque fois si on a deux E à la suite, bah, il s'inverse. Donc forcément, c'est pas du tout la seule suite d'instructions valables. Alors, je mets un S à instruction quand même. Pas valable parce que c'est la suite qui est valable. Et donc, voilà, donc c'est sans doute la plus simple et sans doute celle qu'on attendait de vous. Mais, comme je vous le dis, c'est pas la seule possible. Si vous en avez une autre, si elle fonctionne, ça marchera très, très bien. Eh bien, plus qu'un seul exercice, on y va. Allez, on termine avec l'exercice 5. On souhaite rénover une salle de bain qui a la forme d'un parallélépipède rectangle. Il faut coller du papier peint sur les 4 murs. On n'en colle pas sur la porte ni sur les fenêtres. Quelle belle idée! Voici un schéma de la salle de bain. Les dimensions sont exprimées en mètres. On dispose des informations suivantes. Le papier peint est vendu en rouleau entier. 16,95 € le rouleau. Et le rouleau permet de couvrir 5,3 mètres carrés. Et il faudrait prévoir un rouleau de plus pour compenser les pertes liées aux découpes. Quant à la colle, elle est vendue en pot. Un pot a une masse de 0,2 kg. Et un pot coûte 5,70 €. Il faut en plus compter un pot de colle pour 4 rouleaux de papier peint. Bien. Montrez que la surface à recouvrir de papier peint est de 26,4 mètres carrés. Alors ici, évidemment, que la surface à recouvrir, qu'est-ce que c'est à recouvrir? C'est évidemment les murs, les 4 murs, moins la porte et la fenêtre. Sont les 4 murs moins la porte et la fenêtre. Alors qu'est-ce que c'est que ça du coup? Donc il faut couvrir et on va faire le calcul. Couvrir. Alors les murs, il y a évidemment les 2 murs qui sont sur les côtés là, qui sont des rectangles, qui mesurent 2,50 m ici, et ici 2,50 m aussi ici, c'est même un carré finalement. On retrouve donc 2 fois 2,50 fois 2,50. Pourquoi 2 fois? Parce qu'il y en a 2 justement, il y en a un qui est à droite et un qui est à gauche. Donc ça, pas de souci. Alors j'efface pour qu'on continue à voir les autres informations. Plus les murs, le mur de devant et le mur de derrière, il y en a 2, et ils sont identiques, ce sont les mêmes, puisque c'est par les rectangles, les rectangles opposés sont les mêmes. Donc 2 fois, alors le rectangle il mesure combien? Il mesure 3,50 de longueur, et évidemment 2,50 de hauteur, ça change pas selon les murs, ils ont tous la même hauteur. Voilà. Et à ça, il faut enlever tout simplement la porte qui fait 2,10 multiplié par 0,8 moins la fenêtre qui fait 1,20 multiplié par 1,60. Bon, évidemment, on va pas, pour un truc comme ça, on va pas s'amuser à faire tous les calculs de tête. Enfin, de tête même de les poser. On prend une calculatrice. 2 fois, alors 2,50 fois 2,50. J'aurais pu utiliser le carré, évidemment, ici. Plus
2 fois 3,5 fois 2,50. On aurait pu également factoriser par 2 fois 2,50 cette partie-là. Enfin, pas la peine de s'embêter ici. Moins 2,10, non 2,1 fois 0,8. Ça c'est pour donc la porte. Moins 1,20, donc 1,2, multiplié par 1,6. Ça c'est pour la fenêtre. Et ça nous fait 26,4 mètres carrés. Est-ce que c'est ce qu'on voulait? Oui, parfait. Question 2. Calculer le prix en euros d'un mètre carré de papier peint. Arrondir au centime d'euro. Alors, le papier peint est vendu combien? Un rouleau permet de faire 5,3 mètres carrés. Le rouleau coûte 16,95 euros. Alors on pourrait même faire un beau tableau de proportionnalité pour ça. Mais enfin, rappelez-vous que puisque je veux avoir le prix d'un mètre carré, ça veut dire, mettons à l'arrivée, je vais avoir 3 euros par mètre carré. D'accord? Mon unité finale, ce sera des euros par mètre carré. D'accord? Et donc je vois bien ici que je fais bien donc un prix divisé par une surface. Alors, vu que le prix, c'est 16, donc on va quand même faire une phrase quand même. Le prix d'un mètre carré de papier peint et on a donc dit quoi? Parce que c'est des euros par mètre carré. Je vais tout simplement prendre le prix 16,95 et je vais le diviser par des mètres carrés, 5,3 mètres carrés. Je fais ce calcul-là. 16,95 divisé par 5,3 et ça me fait 3 à peu près, ça me fait à peu près, parce qu'on veut l'arrondir au centime d'euro, donc 3,19, mais comme après il y a un 8, on va arrondir ça à 3,20. 3,20 euros. On pourrait bien sûr marquer 3,2, mais vous savez, quand c'est des sous, on préfère aller jusqu'au centième. C'est plus ce à quoi on est habitué. D'accord? Alors, si on n'aime pas faire ces divisions, si on n'arrive pas à voir quelles divisions il faut faire, on peut faire tout simplement un tableau de proportionnalité avec prix en euros et surface, même si ce serait plutôt R ici, en mètres carrés. Eh bien, le prix, c'est 16,95 pour 5,3. Et moi, je veux savoir, pour 1 mètre carré, qu'est-ce qu'il faut que je mette ici? D'accord? Alors, il y a plein de solutions. Comment est-ce qu'on passe de 5,3 à 1? Ben, évidemment, en divisant par 5,3. Donc, forcément, je vais passer de 16,95 à ce que je ne connais pas en divisant par 5,3. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Ou alors, je passe par le coefficient de proportionnalité et je me dis, comment est-ce que je fais pour passer, hop, ici, de là à là? D'accord? Eh bien, c'est quoi? J'ai 5,3. Je le multiplie par quelque chose et je dois obtenir 16,95. Donc ce quelque chose, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre qui multiplié par 5,3 donne 16,95. Donc c'est évidemment par définition des fractions 16,95 sur 5,3. On voit bien, si on fait ça, on pourrait simplifier par 5,3 et obtenir 16,95. Donc je multiplie par 16,95 sur 5,3. Donc le 1 qui est là doit être multiplié par 16,95 sur 5,3 pour trouver ce résultat-là. Donc il y a 1 fois ça, ça donne évidemment ce que j'avais marqué ici. Voilà. Donc en règle générale, si on y arrive, si on le voit, on passe par là directement. Vous êtes en 3e maintenant. Donc oui, les petits 6e, on leur ferait faire le tableau, mais vous en 3e, vous y arrivez sans problème. Vous avez bien compris que vous cherchiez des euros par mètre carré. Donc forcément, le prix divisé par l'air. D'accord? Donc 3,20 euros. Alors, je vais quand même, ce que je vais devoir effacer ici,
marqué que la surface à couvrir, je vais l'appeler A, on l'a trouvé 26,4 mètres carrés. Et que le papier peint, PP, coûte, on a dit combien? 3,20 euros par mètre carré. Voilà, au cas on aurait besoin par la suite, je pourrais retrouver ces infos. Voilà, on efface tout ça. Et on fait la suite. Alors la suite, qu'est-ce que c'est? Question 3. Si on suit les conseils du vendeur, combien coûtera la rénovation de la salle de bain? Eh bien, puisque chaque rouleau permet de recouvrir 5,3 mètres carrés et que j'ai besoin de 26,4 mètres carrés, eh bien là encore, je vais faire la proportionnalité. Alors je peux la faire en tableau là aussi. Nombre de rouleaux et surface couverte. Pour un rouleau, j'ai 5,3 et moi je veux pour 26,4 mètres carrés. D'accord? Alors qu'est-ce que je fais ici? Toujours pareil. Hein. Comment est-ce que je passe de l'un à l'autre? Ici c'est facile. Hein. C'est en multipliant par 5,3. Donc dans l'autre sens, évidemment, c'est en divisant par 5,3. Et c'est ce que j'ai ici. Donc je vais donc calculer 26,4 divisé par 5,3. Il me faut 26,4 divisé par 5,3 égale. Alors 26,4. Non, j'ai raté. C'est ici pour recommencer. 26,4 divisé par 5,3. Environ 4,98 rouleaux. Mais comme évidemment, on va pas me vendre 4 rouleaux 98. Donc il me faut 5 rouleaux. Et avec le rouleau de papier peint en plus, parce qu'on a dit qu'on suivait les conseils du vendeur. Et justement, le vendeur lui nous a conseillé d'acheter un rouleau en plus pour compenser les pertes liées au découpe. En plus, il n'a pas tort, parce que là, on est qu'à 4,98 de besoin, et 5, il n'y a pas beaucoup de marge. Hein. Donc, on va prendre un rouleau en plus, c'est vraiment pas une mauvaise idée. On va donc, donc il faut 5 rouleaux. Et en suivant les conseils du vendeur, il me faut 6 rouleaux. Voilà, 6 rouleaux. C'est ce que je vais acheter finalement pour rénover cette salle de bain. Ensuite, question 4. C'est la question 3, ça. Question 4. Le jour de l'achat, une remise de 8% est accordée. Quel est le prix à payer après remise? Arrondir au centime d'euro. Là, c'est une question un peu délicate parce qu'il y a beaucoup de choses à faire finalement. Il va falloir avoir le prix de tout ça, plus la remise, etc., etc. Alors on va donc finalement pour le prix, ça va être quoi le prix? Ça va être le prix du papier peint, mais également le prix de la colle, pas l'oublier celle-là. Et après, évidemment, la remise. Alors qu'est-ce qu'on voit? Commençons par le prix du papier peint. Prix du papier peint, c'est le plus simple. Hein. Du papier peint avec un E. Alors je vais l'appeler P1, tiens. Qu'est-ce que c'est le prix du papier peint? Puisque je vais acheter 6 rouleaux et que chaque rouleau coûte 16,95, ça c'est facile, hein. C'est 6 fois 16,95. Et comme on a droit à la calculatrice, c'est facile, 16,95 multiplié par 6, ça nous fait donc 101,7 et je mets 70 pour faciliter la lecture de l'argent. Puis il faut le prix de la colle. Alors combien de colle il va me falloir? On a écrit ici, dans le conseil du vendeur, qu'il fallait un pot de colle pour 4 rouleaux de papier peint. Donc il me faut combien de pots de colle? Il m'en faut 2. Alors là, il y a une petite difficulté dans l'énoncé. Est-ce qu'il fallait prendre un pot de colle pour 4 rouleaux calculés
c'est-à-dire les 5 rouleaux qu'on a calculés, ou 5 ou 4 rouleaux avec le rouleau en plus. C'est pas précisé, c'est pas clair, mais c'est pas grave, parce que dans les deux cas, il faut dans les deux cas, il faut quand même deux pots de colle. Donc pas de problème. Il faut 2 pots de colle. Et cela coûte, je vais appeler P2, qui est égal à combien puisqu'un pot coûte 5,70, 2 fois 5,70, ce qui est égal à 11,40 euros. D'accord. Parfait. Ensuite, après, il y a la réduction. Alors, je vais monter un peu, parce que j'ai pas envie d'effacer. Il y a la réduction. Donc, on va dire que donc, le prix avant réduction, voilà. Le prix avant réduction, c'est donc P qui est égal à P1 plus P2, évidemment. C'est-à-dire 101,70 plus les 11,40 de colle. Ce qui fait donc 113,10 euros. D'accord? Donc 113,10 euros. Et après, il y a la réduction. Alors, la réduction, elle est combien? Elle est de 8%. Ça veut dire 8%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelque chose coûte 100 euros, on va lui enlever 8 euros. Donc, si quelque chose coûte 100 euros, il n'en coûtera plus que 92. D'accord? Donc, ça veut dire que prix avant réduction, hein, et le prix après réduction aussi. Lorsque si quelque chose coûtait 100, maintenant il va coûter 92. Et là, moi j'ai quelque chose qui coûtait 113,10. Je n'ai plus qu'à calculer ceci. Alors, comment je calcule ceci? Ben, c'est facile, toujours pareil. Hein. Comment est-ce que je passe de 100 à 92? J'ai 100, je le multiplie par quelque chose, et je dois tomber sur 92. Ben, par définition toujours de la fraction, c'est 92 sur 100. C'est-à-dire 0,92. Donc c'est en multipliant par 0,92 que je vais réussir à trouver la solution. Je vais donc faire 113,10 multiplié par 0,92. Mais comment je trouve facilement ce 0,92? Je peux faire le tableau comme ça, comme on faisait en cinquième. Mais on peut aussi réfléchir. Regardez. Qu'est-ce que c'est que le prix réduit? D'accord? C'est pas écrire ça, c'est vraiment entre nous. Hein. Le prix réduit, c'est quoi? C'est le prix de départ moins la réduction. La réduction, c'est quoi la réduction? La réduction est de 8%, donc 8 sur 100, du prix initial, donc multiplié par P. D'accord? C'est le prix moins 8% du prix de départ. Donc P moins 8 sur 100 fois P. Rappelez-vous que 8% du prix, le du se traduit par une multiplication. Qu'est-ce que je vois ici? Bien, je vois un P qui est là et un P qui est là. Je peux donc factoriser par P. Mais P ici, c'est évidemment P fois 1. Donc, c'est-à-dire que lorsque je factorise par 1, il me reste quoi? Il me reste 1 moins 8%. Donc, le prix réduit, c'est le prix de départ multiplié par 1 moins 8%, 8 sur 100. Ça serait facile du coup à voir la chose, parce que si c'était pas 8%, si c'était 20% à la place, ben on aurait 1 moins 20 sur 100. Si c'était 35%, on aurait 1 moins 35 sur 100. D'accord? Et donc on retrouve donc directement que, ben, évidemment, 1 moins 8 sur 100, ça fait 1 moins 0,08, on retrouve 0,92. D'accord? On peut donc dire directement que, je vais l'écrire ici, donc c'était le prix avant réduction. On va faire ici le prix final, donc après réduction. Et, alors je vais l'appeler PF pour final. Qu'est-ce que c'est? C'est le prix avant réduction multiplié par 1 moins 0,08. D'accord? 8 sur 100. Alors on peut également l'écrire, pas plus mal d'ailleurs, pas mal de l'écrire en fraction, voire même en pourcentage. Ça se fait un peu moins, c'est plus rare de l'écrire comme ça, mais mathématiquement c'est tout à fait valable. Moins 8 sur 100,
Ça nous fait donc P multiplié par 0,92. Et il n'y a plus qu'à calculer ça, puisqu'on a une calculatrice. On a dit combien? On avait dit 113,10, que le reste j'avais fait sans calculatrice. 113,10 multiplié par 0,92. Et on trouve, alors on dépasse les centimes. Est-ce qu'on a des consignes sur l'arrondi? Arrondir au centime d'euro. Non, c'est pas ici, ça c'est la capture d'écran. Tais-toi, toi, voilà. Elle a la calculatrice. Donc 104,05. Ah bah après il y a un 2. Donc on va arrondir ça. Ah, j'ai déjà oublié. 104,02. Alors, bien sûr, à peu près. Hein. 104, non pas 0,2, 0,5. Qu'est-ce que je sais même pas lire les nombres. 104,05, c'est ça. Euros. Et on a le prix final ici de notre rénovation de la salle de bain. Ok. Ben voilà, je pense qu'on a terminé ici ce brevet Amérique du Nord, qui était assez facile, hein. Surtout par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Il était assez facile. Ben, j'espère que ce sera pareil pour vous et que vous aurez ainsi un bon petit moment à passer avec des exercices assez faciles et un très 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 bon résultat au bout de votre travail. Allez les enfants, bonne journée, à très bientôt. Ciao ciao ciao.